Et nous recevons sur le plateau de Planète Investigation Fabrice Risoli, chercheur enseignant. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également secrétaire général de l'Observatoire géopolitique des criminalités. Fabrice, qu'est-ce qui a vraiment changé depuis l'arrestation de Bernardo Provenzano pour la Cosa Nostra? Ce qui a changé, c'est la fin de 43 ans d'impunité. 43 ans de cavale folle, complètement hors norme, et il faut bien le dire, alimentée par de nombreuses complicités. Les derniers rebondissements sont qu'un très haut gradé des carabiniers est mis en cause pour avoir favorisé sa cavale, notamment lors d'un épisode de 1995 où Bernardo Provenzano aurait dû déjà être arrêté. Mais clairement, on voit que la Cosa Nostra, c'est une organisation qui s'étend à travers, bien sûr, toute l'Italie, mais au-delà aussi des frontières italiennes. Est-ce que, c'est pas un fait nouveau, mais est-ce que cela s'est accentué ou Non, Cosa Nostra, la mafia sicilienne, est le phénomène le mieux étudié au monde. Et il repose avant tout sur le contrôle du territoire, c'est-à-dire que vous avez des clans qui, en Sicile, contrôlent de manière réticulaire et maniaque chacun de leurs quartiers, en racketant les commerçants, en étant à l'affût de toutes les informations. Ceci permet un enrichissement par le biais de l'infiltration mafieuse dans l'économie légale, etc. Et dans ce cadre, il arrive qu'il y ait une dimension transnationale du phénomène, par exemple en élaborant des trafics de stupéfiants internationaux, puisque les matières premières sont dans l'hémisphère sud et les consommateurs sont dans l'hémisphère nord. Et donc, depuis déjà les années 60-70, les mafieux siciliens sont présents dans le monde entier. Nous avons des sources sur des investissements dans les pays de l'Est, dans l'ancienne URSS. Mais cette dimension transnationale, oui, elle existait avant. Disons qu'elle a été accélérée par un biais économique. Mais est-ce qu'on connaît vraiment aujourd'hui toutes les facettes de cette organisation? Oui. Oui, l'Italie est une démocratie transparente où il y a énormément de sources. Vous avez un rapport semestriel de la direction des enquêtes antimafia qui vous est fourni sur Internet, que vous pouvez consulter. On sait bien entendu qu'en Italie, il y a de nombreuses personnes, des spécialistes de lutte contre les mafias. Il y a des magistrats, des journalistes qui font beaucoup sur le terrain pour lutter contre ces organisations mafieuses. Mais comment expliquez-vous que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, les mafias sont bien installées en Italie et surtout qu'elles ont des réseaux très, très importants avec des hommes de pouvoir, des économistes? Comment est-ce que vous l'expliquez ? Vous avez raison de signaler que depuis un certain nombre d'années, disons au moins 30 ans, la répression est extrêmement bien menée. Elle est menée parce que d'abord vous avez une magistrature indépendante. Pas comme la France, où les procureurs sont nommés en Conseil des ministres, ce qui permet aux magistrats italiens de lutter contre les mafieux et leur complicité. Je rappelle que le bras droit de Silvio Berlusconi est condamné en deuxième instance, et qu'on ne reviendra pas sur cette condamnation tant les faits ont déjà été établis. Il a été condamné pour complicité d'associations mafieuses. Vous avez aussi des magistrats qui disposent des meilleurs outils juridiques au monde pour lutter contre ce type de phénomène. Par exemple, ils confisquent les biens de manière administrative, 6 milliards par an, 300 millions pour la France, et ensuite on peut les redonner à la société. C'est la réutilisation des biens confisqués à des fins sociales. Pour une fois, on montre à la société que le crime ne paie pas. Je finis par répondre pourquoi finalement tout ça n'arriverait pas à bout des mafias aujourd'hui. C'est très simple. Si les mafieux qu'on met en prison, Bernardo Provenzano et sa clique, peuvent de manière continuelle investir leur argent dans des paradis fiscaux, créer des sociétés au Luxembourg, déposer leur argent en Suisse. Et si en plus les gouvernements successifs, italiens cette fois-ci, leur permettent de rapatrier leurs capitaux moyennant 10% d'amende et l'anonymat, il est évident que l'on fera perdurer un phénomène en continuant son enrichissement. Et on a bien vu dans le reportage également qu'il y avait de nombreux politiques qui fermaient les yeux sur des pratiques comme la distribution de l'eau par exemple, qui ne sont pas légales. De nombreux politiciens ont été condamnés pour leur complicité avec la mafia, soit que les mafieux ont payé leur campagne électorale, soit qu'ils possèdent des sociétés ensemble, mafieux et politiciens, par le biais de prête-noms, soit que les politiciens reconnaissent
le pouvoir de la mafia sicilienne sur le territoire et laisse les mafieux libres, les renseigne sur les mouvements de la police. Donc effectivement, là nous avons une partie de la politique italienne qui est complice. Et quel est le sort des repentis? L'Italie a permis à plus de 6000 mafieux depuis 1991 de sortir du système. Les repentis, appelés à tort repentis, ce sont des collaborateurs de justice qui décident de sortir du système mafieux, de tout dire contre des remises de peine et une vie sous une fausse identité. Et ils sont protégés à vie et on emmène leur famille. C'est un concept exceptionnel parce que grâce à ça, l'État de droit récupère sa prérogative face à la mafia qui essaye de lui prendre du terrain. 6000 personnes, il y avait presque 6000 mafieux sous protection en 1996, il y en a encore 3000 aujourd'hui. C'est vraiment un système qui est important pour lutter contre le phénomène mafieux. Et il n'est pas étonnant que certains politiques soient contre ce type de pratique puisqu'ils révèlent, les fameux repentis, des complicités au plus haut niveau. Fabrice Risoli, merci infiniment de votre participation à Planète Investigation. Merci à vous.